Julien qui n'a pas eu l'autorisation de parler. S'il est urgent de construire un deuxième crématorium, et nous sommes parmi les premiers à l'avoir affirmé, pour autant, cette urgence ne doit pas justifier un choix de projet et de gestionnaire douteux. Parmi les multiples questions qui nous font douter de la pertinence des choix effectués par la DEV, en voici quelques-unes. 12 questions, et j'espère que j'aurai les réponses par Madame l'adjointe. Car nous pensons que cette DSP est fragile et qu'elle pourrait être contestée devant des tribunaux et qui pourrait donc l'annuler, même si cette Assemblée ne vote pas contre cette délibération. Première question. Dans la délibération relative aux pompes funèbres, la qualité du service rendu aux usagers est le premier critère du classement. L'exigence éthique y est mise en avant au point de reprocher à Funecap de n'avoir pas présenté de charte éthique spécifique, bien que demandé au règlement de consultation. Dans la délibération relative au parc funéraire, le mot éthique n'apparaît qu'une seule fois, page 4, pour nous dire le poids de ce critère dans la décision, 5%. Donc pourquoi le poids du critère éthique serait-il tellement moins important dans le choix d'un projet de construction et de gestion d'un crématorium que dans celui des gestions des pompes funèbres? Ce qui a fait 2 délibérations, donc l'autre délibération va suivre juste après. La SCF, la Société de crématorium de France, choisie par la DEV pour le parc funéraire, fait partie du groupe Funecap. Ça a déjà été dit. Ce groupe a été créé en 2010 par Ophilium Management, qui se présente comme un fonds de gestion privé qui crée, gère ou conseille les FCPR, fonds communs de placement à risque, agréés par l'AMF, Autorité des marchés financiers, et des holdings d'investissement en réduction d'impôts sur le revenu d'impôt sur ISF lié à l'investissement de la PME. La mairie de Paris se prépare ainsi donc à attribuer le marché des crématoriums à un groupe qui appelle sur son site internet à l'optimisation fiscale. C'est pour ça qu'on peut parler donc de privatisation de la mort à Paris. Au regard des valeurs affichées par notre majorité, un tel choix nous semble-t-il cohérent et de nature à garantir la continuité de l'esprit du service public. Troisième question. Des articles parus récemment dans la presse relayant sans doute un courrier envoyé aux administrateurs de la CMPF par l'un de ses actionnaires minoritaires mentionnent que le bureau d'études Girus ETEC Ingénierie, qui a assisté la ville pour la définition du programme, la rédaction de l'appel d'offres et l'audition des candidats se trouve être celui attitré de SCF Funecap. Pour exemple, de cette collaboration Funecap et Tech Ingénierie, on trouve la construction d'un crématorium des Mureaux en 2009 et de Bourgoin-Jallieu. Donc, jugé parti, alors le risque de conflit d'intérêts est-il écarté? C'est une question très importante parce que ça peut être un motif d'annulation. Quatrième question. La DEV reproche au bâtiment imaginé par la CMPF d'être imposant, car émergeant à près de 20 mètres au-dessus de la rue de chemin de fer et de 10 mètres au-dessus du périphérique. Alors comment qualifier la Philharmonie et le récent palais de justice ainsi que les multiples projets de tours de 50 mètres, pour certains à proximité immédiate du périphérique, en construction ou à construire dans le nord-est parisien ou à Bercy-Charenton et qui coûtent tous enthousiasme une partie de l'exécutif? N'y a-t-il pas une contradiction donc entre ces arguments? Cinquième question. La DEV reproche à la CMPF le choix d'aménagement d'un grand hall d'accueil d'un volume imposant et peu cohérent vis-à-vis du recueillement et de l'intimité à offrir aux familles. Cet argument a déjà été développé par M. Contasso. D'un point de vue anthropologique, ne pourrait-on pas soutenir la thèse inverse et affirmer que la grandeur du lieu est adaptée à l'intensité de la douleur du deuil, comme en témoignent les dimensions de la plupart des monuments religieux ou laïques, notamment la grande salle du Père Lachaise pour ceux qui la connaissent? Sixième question. Inversement, la DEV semble trouver admirable le bâtiment R-4 de Funecap qui enterre la plupart des locaux administratifs et salons de cérémonie tels que l'on le voit sur le schéma en coupe de l'annexe B2.2, page 113, pour ceux qui ont regardé le document. En quoi ce choix d'enterrement, si j'ose dire, serait-il meilleur qu'un bâtiment offrant une lumière naturelle? Septième question. L'un des arguments pour écarter la SAE-MPF de la DSP parc funéraire est d'affirmer que son projet n'est pas en cohérence ni avec le contexte évolutif du site, ni avec l'histoire du lieu. Aucun argument n'est avancé dans la délibération. Doit-on faire une confiance aveugle en ce qui est écrit ou bien pourrait-on obtenir un éclairage sur cette question? Huitième question. C'est par la presse que les conseillers de Paris apprennent que la CMPF propose des appareils de crémation fonctionnant à l'énergie électrique, 100% verte, une première en France, mais système éprouvé à l'étranger. Avec la Funecap, la DEV a préféré des énergies fossiles. Tout cela est-il exact? Si oui, pourquoi ce choix, qui sera en contradiction avec le plan climat de la ville?
Et pourquoi n'avoir plus porté cette information pourtant cruciale à la délibération? Deuxième question. Le délibéré de la DEV 92 mentionne la commission prévue et désignée en application de l'article L. 1415-5 du SGCT émettant un avis favorable pour l'engagement des négociations avec les candidats ayant déposé une offre. Or, cet article du CGCT a été abrogé par l'article 77-1 de l'ordonnance de 2016. Il ne s'agit pas de coquille, cet article anachronique ayant été cité lors des échanges internes entre mon groupe et le cabinet de la mairie de Paris. Donc ça pose un problème juridique si on fait appel à un article qui a été abrogé. Ne vous indiquez pas que sur ce sujet d'une telle importance, la construction d'un parc funéraire, il aurait fallu mieux border juridiquement la délibération. 10e question. À l'initiative des écologistes du 19e arrondissement, mon groupe avait déposé en décembre 2017 un amendement à la délibération approuvant la création d'un crématorium. Il s'agissait que les zones UV impactées par la future installation du parc funéraire, les zones de pleine terre et les zones végétales soient reconstituées. Par ailleurs, nous affirmions la nécessité de concevoir en cohérence le parc funéraire et la ZAC sur laquelle nous souhaitons voir naître un écoquartier. Combien et de quelle nature sont les espaces verts supprimés par le parc funéraire? Leur compensation à l'intérieur de la ZAC est-elle confirmée? Où en est l'évolution de la ZAC et les discussions avec les communes limitrophes? C'est une question très importante. 11e question. La procédure est telle qu'on demande au Conseil de Paris de décider sans savoir, hors connaissance de cause, sans accès aux documents sources. Nous sommes priés d'approuver sur le fond, sans barguigner, le choix effectué par la DEV comme s'il s'agissait d'une vote de formalité. Comme l'a dit M. Contasso, donc en référence à l'article 1411-5, nous n'avons pas eu les documents qui nous permettent donc de juger en toute objectivité sur cette délibération. Alors, qui dirige cette ville? Les services ou bien les élus? 12e et dernière question. Après avoir lu les délibérations ainsi que les annexes accessibles sur ODS, mon groupe a tenté d'en savoir davantage, comme en attestent les échanges de mails qu'il a eus avec le cabinet de la maire de Paris, avec celui de la jeune compétente et avec la direction de la DEV. Vu les délais imposés, nous n'aurions pu consulter les analyses détaillées des offres finales du FENECOP et de la CMPF que mardi, premier jour du Conseil de Paris, il y a 2 jours. L'analyse, mais pas les offres qui, elles, restent interdites d'accès aux décideurs que nous sommes, en contradiction avec l'article 1411-5. Donc pourquoi ces 2 délibérations n'ont-elles pas été présentées formellement, et non entre 2 portes, par l'adjointe auprès de chacun des groupes politiques, de la majorité comme de l'opposition, suffisamment en amont de ce Conseil de Paris, comme cela se fait pour les délibérations sensibles, telles qu'on l'a actuellement sur la discussion sur Climat-Espace, la DSP Climat-Espace, où on a des discussions en amont avec l'adjointe responsable du dossier. Pourquoi cette précipitation? Tout ça me vient revenir sur le fond, pourquoi on n'a pas choisi une SPL? En effet, en 2017, en octobre et à nouveau en décembre, plusieurs groupes de la majorité demandaient que la SEM de la ville soit transformée en une SPL, invitant ainsi la concurrence et permettant de construire un projet très précisément conforme aux attentes de la ville. Les arguments juridiques à la fois discutables et surmontables, mais qui montre surtout une absence de volonté politique de maintenir le funéraire dans le service public. Je rappellerai que nous l'avons fait pour la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est aussi complexe que le crématorium. Et aussi par rapport à M. Dagneau qui disait que nous manquions de compétences internes, je trouve ça assez méprisant pour les personnels de la SEM qui appartient à la ville aujourd'hui. Au final, la ville consolide le concurrent de sa propre SEM, en lui permettant pendant 30 ans, vous vous rendez compte, 30 ans, de s'adosser à un double équipement dont le prestigieux perd la chaise. La SEM perd brutalement au moins 20% de son chiffre d'affaires. Mon groupe rend d'ailleurs hommage à la présidente de la SEM, à sa direction et surtout à son personnel, compétent, M. Dagneau, allez les voir, dont 22 quitteront bientôt, malgré eux, une entreprise réputée, à juste titre, éthique et solide dans sa gestion, pour une autre revendiquant le profit, l'optimisation fiscale avant tout, donc la FUNACAP. Pour toutes ces raisons, nous voterons bien sûr pour la DEV 93 des pompes funèbres, donc la délibération suivante, qui est attribuée donc à la SEM de la ville. Nous demandons le retrait de la délibération DEV 92 afin de prendre le temps d'une réflexion informée, sinon nous voterons contre. Enfin, nous avons déposé un vœu demandant que soit établi par les services juridiques de la ville un rapport présentant les conditions de transformation de la SAE-MPF en SPL,
dont l'activité serait étendue à la métropole et de rendre public ce rapport avant la fin de l'année 2019. Dernier élément très important, le fait de passer un SPL, comme on l'a fait pour la Tour Eiffel, pourrait permettre de faire entrer la métropole du Grand Paris dans le capital de la SPL et donc d'en faire un vrai service métropolitain, comme le demandent pas que les Parisiennes et les Parisiens, mais tous les Franciliennes et les Franciliens. Merci de votre attention. Je vous remercie. La parole à Monsieur Vesperini pour 5 minutes, s'il vous plaît. Oui, mais comme mon collègue